puisqu'on a parlé de silotage, et donc comment désiloter, c'est une grande question qui m'amène à un défi technologique qui est celui de l'interopérabilité. Et donc j'aimerais bien que vous nous parliez d'interopérabilité, de standards, justement de jumeaux numériques interopérables, nécessairement de souveraineté nationale. Quand nous avons préparé cette table ronde, nous avons dit qu'on était encore dans un Moyen-Âge numérique. Et je me posais la question de savoir si, comment faire pour aller vers cette renaissance numérique où nous aurons réconcilié les questions d'interopérabilité, d'open source, système propriétaire, commun, partagé, données d'usage. Et finalement, est-ce que l'interopérabilité est antagoniste avec la sécurité, Dominique? Voilà, un vaste sujet par rapport à ce qui a été dit quand même. Je reprendrai certaines choses, car je viens d'un monde qui s'appelait les télécommunications, et je tiens à dire que je faisais partie d'un opérateur que vous connaissez bien, ayant été responsable de la normalisation de ce groupe-là, ayant créé pas mal de réseaux sur la planète aussi. Il y a des choses, juste une chose, il y a plus de 40 ans que le numérique existe déjà. Hein, parce que les premiers centraux, tu sais, de voix électroniques de type temporel, c'est 1968 déjà. Et donc, avant, il a fallu y penser. Donc, c'est la fin des années 50, c'est les années 50. Hein, il y avait encore des lampes et on faisait du numérique. Hein. Et puis, derrière, effectivement, on a appris à transmettre des informations. Alors la transmission a été analogique, justement, jusque dans les années 70. Les premiers numériques ont commencé, transmission numérique, système, à la fin des années, enfin mi-70, mais réellement fin 70. Nous étions avant dans le monde totalement analogique. Mais pour des personnes qui manipulaient déjà des données, pour ces gens-là, c'était tout à fait logique que la donnée leur appartenait pas. Déjà, il faut le dire. Hein. Les PTT, parce que c'était toujours les PTT qui faisaient les télécoms autour de cette planète. On avait créé, après la guerre, à la création de l'ONU, une partie télécom qui s'appelle l'UIT à Genève. Et c'était bien pour pouvoir faire parler tous les pays entre eux sur la planète, après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc, on est sur un système où déjà l'information n'était pas propriétaire transmise. Hein. Et puis derrière, nous sommes passés au numérique, c'est vrai. Alors, je tiens à dire que ici, effectivement, je représente une ONG européenne qui a été créée avec 2 DG de la Commission européenne, puisque moi-même, j'étais un conseiller de la Commission européenne, l'ancienne DG Infoso, hein, c'était donc la partie qui me concernait tout spécifiquement, hein, et qui est maintenant DG Connect, et l'ancienne DG Entreprise, hein, qui couvrait la normalisation, qui est maintenant la DG Gros, Croissance. Hein. C'est avec une responsable d'unité, une Irlandaise, Colette Maloney, que nous avons eu l'idée, justement, de monter un petit système pour compenser l'agression, justement, de ces gros fournisseurs qui faisaient la loi à Bruxelles avec leur lobbying. Hein? C'est clair. Alors que moi, je représentais un groupe qui s'appelait France Télécom, et puis j'étais sur un système complètement inverse à ces gens-là. Je le dis parce que même les autres opérateurs n'étaient pas de mon avis. Hein. Il a fallu arriver dans les télécoms aux années après les années 2000, hein, c'est-à-dire 2005, pour voir les premiers rassemblements d'opérateurs où ensemble on amenait quelque chose qui n'était pas sur le besoin provenant, vous savez, de la technologie. C'est un besoin qui venait du terrain, des utilisateurs. L'ONG, c'est le rassemblement des utilisateurs, justement, de toutes les technologies de l'information et de la com. C'est pour ça que vous avez des secteurs, secteur santé, transport, et ainsi de suite. Alors, puisque on a parlé de la normalisation, effectivement, nous sommes membres
d'un organisme, du troisième organisme de normalisation européen qui s'appelle l'ETSI, qui normalisait donc toute la partie télécom au départ depuis 1988, créé en 88 pour normaliser au départ deux choses. C'était la numérisation de la transmission numérique. Hein, la numérisation, pardon, de la transmission. Les systèmes de transmission, vous connaissez, c'est les systèmes DSL. HDSL, ADSL, VDSL, vous connaissez. C'est un des comités qui a été créé pour ça, hein, à Sophia Antipolis, à l'ETSI. Et le deuxième, c'était pour la transmission dite mobile, c'est-à-dire pour créer le GSM. Vous aviez Radiocom 2000 qui existait, tous les pays avaient leur système analogique, hein, sur le système de commutation, justement, voix, et on passait à la commutation, on passait déjà avec une commutation donnée. Hein, c'est le GSM 88, le départ de la normalisation GSM. Après, vous avez 2G, 3G, 4G, vous connaissez la 5G, ils sont en train de traiter la 6G, et une chose est certaine, quand on parle de qualité de la donnée et de la sécurité de la donnée, faut-il que celle-là soit faite proprement. Alors la sécurité au niveau de la cybersécurité, c'est une chose, mais il y a aussi la valeur de la donnée qui ne doit pas être détériorée à la transmission. Et dans la détérioration de la donnée, vous avez le temps, ce qu'on appelle le temps de latence, le temps de réaction d'arrivée de votre donnée. Hein, alors tout ça, c'est très important parce que ça définit justement cette partie de système de transmission qui est vu par l'utilisateur après. Hein, je vous prends un exemple. Je vous prends l'exemple de la voiture qui doit se conduire toute seule. C'est très bien. Les opérateurs, les telcos vous ont dit ah ben nous, on va être porteurs de cette donnée. Hein, cette donnée, je veux bien, mais avant qu'elle soit sécurisée en temps de transmission, c'est le temps de latence, eh ben, il faudra quelques années. Je vous le dis franchement. Je vous le dis franchement, parce qu'aujourd'hui, la 5G n'existe pas. D'accord? Quand elle existera, vous aurez tout un tas de petits émetteurs, hein, c'est-à-dire de la micro-émission, des microcellules, pour y parvenir. Quand on a commencé à réaliser la 5G, c'était au bord de l'ETSI. Moi-même, je représentais, puisque je suis chairman d'un comité qui couvre tous les systèmes de transmission et toute l'ingénierie d'installation. Vous avez sur quel que soit le système. Maintenant, et pour tous les secteurs, y compris la santé, tout ça. Donc derrière, vous avez forcément un comité, santé, tout ça. Et tous les chairman ou chairwoman, hein, parce que le TCIELF, c'est une anglaise qui est un de mes membres. À chaque fois, en général, maintenant, vous avez pas mal de comités, vous avez un membre qui dirige correctement, diront l'ensemble, par rapport aux besoins. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, aux besoins opérationnels, aux besoins terrain. Alors, quand on revient sur la donnée, avec mes collectivités, parce que nous représentons plus de 200 maintenant métropoles européennes, c'est-à-dire Eurocities. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Eurocities. Et quand on va, que ce soit pour défendre un point à Bruxelles, ça a été le cas pour les smart grids, donc avec les opérateurs électriques, hein, Linky, tout ça, après derrière, hein, en fond de plan. Nous ne sommes pas du tout d'accord, je vous le dis franchement, sur Linky, hein, sur le système. Bon, les métropoles, je le dis, hein, parce que prendre des données aux clients, les amasser dans un système de centre de données, et puis en redonner au compte-gouttes, c'est assez difficile après de gérer votre maison. Hein. Comme je vous le disais, c'est assez difficile de gérer votre voiture si le temps de réaction est trop lent. Donc, quand vous avez tout cela, il est clair qu'il faut prendre le silotage, les silos aujourd'hui avec leurs objets, ce qu'on appelle des objets type Internet des objets. Moi, je suis d'accord, on définit. Faut-il que ces silos soient traités d'une façon horizontale, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'interconnecter entre chaque silo, entre la partie sécuritaire, la police, les transports et peut-être les réseaux d'eau, réseaux électriques, voilà, pour certains besoins. Quand on se retrouve dans un immeuble, dans une maison, il n'est sûrement pas nécessaire d'avoir une détection de température dans chaque chambre, surtout quand on arrive à créer avec les données. Et c'est là où on arrive aux données projets, déjà quand on arrive sur un bâtiment, à avoir ce fameux jumeau numérique avec les données
et pouvoir intégrer, surtout que c'est rapide maintenant, avec ce que nous appelons l'intelligence artificielle, qui n'est pas du tout de l'intelligence, hein. C'est le traitement de données concentrées. Hein. Faut-il que ces données, hein, soient prises en compte d'une façon souveraine? C'est pour cela que l'on parle avec les collectivités d'un besoin transversal et d'avoir une interopérabilité globale. Alors, dans ce cas-là, je vous dis, parce que tu as parlé de cette fameuse association sur le bâtiment intelligent, hein, nous étions liés. Nous avons cassé ce lien il y a 1 an parce que ces membres ne respectaient pas justement le principe de base de l'interopérabilité et de la sécurité des données. Voilà, je vous le dis parce que nous sommes dans ce cas-là avec des grosses entreprises qui vous fournissent des systèmes propriétaires. Et nous ne sommes plus dans un monde avec des systèmes propriétaires, mais avec, c'est l'histoire du puzzle avec des morceaux. Il faut que vous puissiez fournir à un client ou, en étant l'utilisateur, nous clients, avoir des morceaux qui se rentrent les uns dans les autres pour faire quelque chose de concret au niveau d'un bâtiment ou d'un campus. Voilà. C'est-à-dire que vous devez pouvoir être indépendant du fournisseur. Eh oui. Vous n'êtes pas bloqué par un type d'interrupteur, dit intelligent ou autre, qui va s'interconnecter qu'avec ce même type d'interrupteur. Voilà. Ah, c'est là où nous rentrons dans le système où il faut normaliser tout cela. Et progressivement, parce que ça ne peut pas être fait d'un coup, et effectivement, il y a un comité à l'ETSI qui s'est penché là-dessus, et en coopération totale au niveau technique avec les autres comités de l'ETI, parce que c'est quand même la base c'était les télécoms, aujourd'hui c'est la partie technologie de l'information et de la com. Comme je vous ai parlé des systèmes transmission ADSL, VDSL ou du GSM jusqu'à la 5G, c'est un comité qui normalise au niveau mondial. Non seulement on normalise au niveau européen, mais au niveau mondial derrière. Vous avez des normes européennes et mondiales à la fois. Voilà, et ça marche. Parce que la 5G, elle fonctionne, hein, la 4G fonctionne, tout le monde fonctionne, tous ceux qui ont ce système-là sur base GSM dans le monde, ça fonctionne. Hein, vous allez avec vos téléphones dans n'importe quel pays. Donc, on doit arriver à la même chose au niveau du bâtiment. Casser ce système de silotage, arriver à une interopérabilité, une souveraineté globale de la donnée. Voilà, sur un système local. Que ce soit une collectivité, une métropole, c'est ce que réclament tous mes utilisateurs, en prenant en compte les besoins du terrain. C'est pour ça que tu disais, quand dans une maison, tu mets, ou un appartement, des thermomètres de partout, c'est complètement absurde. Hein. On ne le faisait pas avant, je ne vois pas pourquoi on le ferait maintenant. Hein, tu es d'accord, hein. Et en intégrant en plus la donnée, vous pouvez faire varier si vous avez des convecteurs, d'une façon clairement dynamique, sans aucun problème. Hein. Je ne vois pas le problème, là. Hein. C'est pas... Sauf si, bien sûr, vous jouez sur des données que vous allez prendre aux clients, que vous allez mettre dans votre centre et que vous allez redonner avec vos règles de conduite, quoi. Mais ça, c'est ça, hein. C'est un ensemble. Alors, pour arriver à une chose sur cette base-là, hein, et ça fonctionne. On a pris un exemple, je vous prends un exemple très terre-à-terre, c'est la vidéosurveillance. Vidéosurveillance, nous étions à la 2G de la vidéosurveillance, avec encore de l'analogique. Nous sommes parlés au tout numérique, c'est la 3G de la vidéosurveillance, qui a été normalisée dans mon comité ETSI, dans un de mes comités, parce que c'est un comité chapeau avec tout un tas de comités derrière, dont un Smart Communities, et c'est le responsable technique d'Eurocities qui est le chair de ce comité, hein, Christophe Collinet, qui est mon secrétaire général. Hein. Et donc, on est sur un principe, il est clair, hein, que nous passons d'un système propriétaire à des systèmes ouverts. Alors, faut-il que, quand on remonte dans les couches, de la couche physique en bas du câble, et on n'est pas obligé de changer le câble, hein, les infrastructures peuvent être réutilisées. Dans un immeuble, vous avez beaucoup d'infrastructures qui peuvent être réutilisées, qui ont été posées il y a 50 ans. Hein. Quand on ne refait pas totalement l'immeuble, même en faisant l'immeuble, vous pouvez conserver certaines infrastructures. Bon, ça dépend de la façon dont vous le refaites, hein. Ça c'est sûr. Bon, mais
Et nous avons un exemple, c'est pour ça que je vous avais parlé vidéosurveillance, ça a été fait avec, entre autres, la RATP, parce que c'était la RATP qui était venue me voir pour la partie transport. Nous avons normalisé en moins d'1 an le système. Et au niveau mondial, vous avez une alliance mondiale maintenant, hein, qui répartit tous les pays, toutes les collectivités du monde sont là. Hein. Donc on l'a normalisé en moins d'1 an. Aujourd'hui, nous sommes sur la partie déploiement total. C'est le cas au niveau du métro parisien, hein, c'est le cas de la ligne 14, la ligne 4, et ils vont étendre sur toutes les lignes. C'est bien sûr en réutilisant le réseau, par exemple, coaxiaux, qui date de 50 ans et plus. Ils sont bien meilleurs que ceux de maintenant, d'ailleurs. Parce que les câbles étaient excellents. Hein, le cuivre était bien meilleur. Hein, il n'y a pas de l'alliage avec un peu plus d'alu, quoi. Hein, c'est un peu plus. Voilà. Et ça, tout ça, c'est à prendre en compte. Et à prendre en compte, et là maintenant, nous sommes sur la partie BIM, par exemple, avec mes collectivités et les spécialistes du BIM, puisque hein, le Sinov Digital est fortement investi dedans, sur un outil, justement, qui doit être globalement normalisé en 24 mois. D'accord? Et qui répondra aux critères que je vous ai décrits. Donc par rapport au terrain, à l'opérationnel. Parce que derrière, il faut absolument que les maîtres d'ouvrage puissent gérer leurs immeubles ou leurs campus. C'est clair. Avec des logiciels qui ne puissent pas être pénétrés d'une façon grossière. Alors plus le logiciel est compliqué, plus c'est facile après de pirater. Il faut savoir qu'un système plus simple, c'est pour ça qu'on préfère l'open source. Excusez-moi, hein, sur le principe, parce que dans ce cas-là, on arrive, et sur le BIM, c'est OpenDTX qui est promu, hein, qui sera promu, hein, on est clair dans la norme. Le premier document, c'est un ETSI GROU 035, vous allez avoir, voilà la référence. Hein, ça sera libre d'accès, vous pourrez le télécharger, parce que toutes les normes ETSI sont gratuites. Vous vous rendez compte? Allez demander à la FNOR si ces normes sont gratuites. Alors là, on va essayer de plus en plus de les traduire en français, parce que la FNOR vend mes normes, les EN, hein, ou les ES internationales, il est traduit en français, et c'est mal traduit. Alors j'ai des... Voilà. Alors, merci beaucoup, Dominique.